Bonjour à Alors, tous. Une nouvelle vidéo, une nouvelle visio dans le cadre du projet Libraire et compagnie. En deux mots, j'en rappelle l'objectif, le but étant de mettre en lien entreprises et petites librairies, que ces entreprises soient petites ou grandes, peu importe. Le but est de créer une nouvelle synergie sans faire de mauvais jeux de mots avec l'entreprise présente qui s'appelle Synergie. Et donc voilà, de créer des commandes. Il n'y a pas d'objectif de volume quelconque, mais de créer un nouveau talent de solidarité. On a aujourd'hui un prestataire qui va permettre de mettre en place une plateforme permettant aux entreprises de souscrire à des bons d'achat, pouvant être fléchés vers ses salariés, vers des clients, vers une association, Tartampion, comme elle le voudra. Je me trouve dans les locaux de Sud Radio qui aussi sera partenaire de l'événement, en plus donc de cette plateforme qui s'appelle Kitties et d'un petit collectif d'écrivains. Donc, nous voilà aujourd'hui franchissant les portes de la librairie La Mouette Rieuse, avec la grande joie, le grand honneur d'y accueillir et d'y faire rentrer également, numériquement parlant, Luc Ferry, ainsi que Sébastien Collard, directeur du groupe Synergie. directeur de région, hein, Jérôme, directeur de région. Oui, oh, bon, C'est bien écoutez, quand même. voilà. Mélanie, je vous laisse peut-être présenter en deux mots la Moitrieuse avant que Luc Ferry ne nous parle de son dernier ouvrage. Oui, alors La Moitrieux, c'est une librairie qui est située dans le Marais à Paris, dans le 4e arrondissement. On est vraiment au cœur du Paris historique. On est un lieu assez hybride. On a de la littérature forcément, mais on développe aussi un grand rayon jeunesse pour les enfants. On a un petit café, on a une galerie à l'étage. On essaye vraiment d'être un lieu de passation entre les gens du quartier, les touristes qui s'y promènent, les Parisiens qui viennent y flâner, et de toujours proposer une offre qu'on essaye d'être dans l'air du temps et qui nous ressemble. Donc voilà, on est vraiment on a la chance d'avoir un grand lieu dans Paris et on essaye de le faire vivre bien à l'image de cette capitale melting pot et plein de belles ressources. Ok. Luc Ferry, encore mille merci de votre Oh, je vous en participation à cette prie. petite. Je profite de l'occasion pour montrer le dernier ouvrage paru, hein, la mythologie grecque de A à Z. Alors, pour les nuls, je ne suis pas vraiment persuadé que ce soit exclusivement pour les nuls. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Ouais, c'est le titre de la collection. Bon, c'est un titre vendeur. Bon, en fait, c'est pas du tout pour les nuls, c'est vraiment pour. Mais cela dit, c'est vrai que c'est de 7 à, non pas 77 ans, mais à 97 ans. Je suis parti pour changer un petit peu de style de ce que j'avais fait dans d'autres ouvrages sur la mythologie. Je suis parti des expressions de la mythologie grecque. Vous savez que dans la langue française, il y a au moins une centaine d'expressions courantes qui viennent de la mythologie grecque, comme par exemple toucher pactole, prendre le taureau par les cornes, suivre un fil d'Ariane. Enfin, il y en a une centaine. Il y en a beaucoup plus que venant de la Bible, curieusement. Donc, c'est vraiment un des piliers de la civilisation occidentale, mais d'ailleurs pas seulement, puisque ces expressions se retrouvent souvent aussi dans des langues hors Occident. Donc, je suis parti de ces expressions, de ces noms, comme océan, Titon, il y en a là aussi des dizaines et des dizaines, pour raconter les histoires qui sont à l'origine de ces expressions ou de ces noms. Et alors, évidemment, comme moi j'ai fait 15 ans de grec et puis que ça fait 30 ans que je travaille avec la mythologie grecque, je suis toujours parti des matrices originelles, parce que la mythologie grecque, ça va du 8e siècle avant Jésus-Christ, de l'Odyssée d'Homère, jusqu'au 5e ou 6e siècle après. Vous avez des quantités de mythographes qui ne sont pas très connus aujourd'hui, des gens comme, je ne sais pas moi, Diodore de Sicile, Apollonius de Rhodes ou Nonos de Panopolis. Ce pas des noms célèbres, on connaît tous Homère, mais déjà même la Théogonie d'Hésiode, c'est moins connu. Je suis toujours parti des premières versions des mythes pour ne pas raconter des bêtises. C'est pas parce qu'on s'adresse entre guillemets aux nuls, donc en vérité au grand public, qu'il faut raconter des carabistouilles. Donc j'évite absolument les erreurs euh, dans les récits que je fais de l'origine de ces expressions, qui est toujours une origine extrêmement intéressante, parce que vous imaginez bien, un petit peu comme pour la Bible, comme par exemple le plat de lentilles dans la Bible. Bon, si ces expressions ont parcouru des siècles et des siècles, des millénaires, c'est pas pour rien, c'est qu'il y avait derrière quelque chose qui avait du sens. Voilà. Donc en gros, c'est le principe de ce livre, raconter les mots et les expressions qui viennent de la mythologie grecque. Mélanie, vous avez une forte demande en philosophie, d'une manière générale. Est-ce qu'il y a une appétence particulière en ce moment, en tout cas moderne,
pour des ouvrages de philosophie? Philosophie, oui, enfin, c'est pas forcément le rayon qui va plus, marcher dans une librairie, ça c'est normal, mais on a quand même la chance, je trouve que plus on propose des ouvrages et qu'on aime défendre, moi c'est un rayon, que j'aime beaucoup de par mes études, mais quand on met certains livres en avant qui peuvent, avoir un écho par rapport à la situation. Hum, Ça y est, ça a coupé. Oups, c'est ça le problème des. Tout aille, beaucoup. Donc Oups. oui, une nouvelle vague qui vienne autour de la mythologie en ce moment, que ce soit au niveau de la bande dessinée. On a vu Jules et Pépin qui s'y sont attelés avec, en prenant un peu les histoires d'une manière humoristique. Il y a récemment Coco et Raphaël Enthoven qui ont fait le banquet de Platon en bande dessinée. Et même au niveau de la littérature, il y a des autrices comme par exemple Madeleine Miller qui a fait Circé et Le Chant d'Homère. Donc autour de la mythologie, je pense qu'il y a un regain de comprendre un peu à travers des héros de notre passé ou des histoires qui ont pu se dérouler, d'avoir voilà, un regard différent. Et ça reste quand même très contemporain. Quand on voit, par exemple, le mythe de Circé, c'est quelque chose qui aujourd'hui est repris par de nombreuses féministes, des femmes, des journalistes. Et c'est quelque chose qui est très, très dans l'air du temps de défendre ce genre de choses. Donc, il y a, que ce soit en philosophie ou en mythologie, il y a un petit regain en ce moment, depuis 2-3 ans, qui est fait par différents pans de la littérature, même en jeunesse. On a la mythologie en BD pour les enfants qui fonctionne aussi très bien. Donc non, non, je pense qu'il y a une demande en ce moment et c'est intéressant de comprendre une société à travers les héros du passé et toutes ces choses qu'on entend et qu'on en connaît au quotidien, mais dont on n'a pas forcément les clés de décrypter. Et c'est des ouvrages comme l'ouvrage de Monsieur Ferry qui justement permettent de mieux les appréhender. Moi, je tiens à rajouter de façon purement personnelle et complètement sincère et qui n'a rien à voir avec la gratitude qu'il nous revient d'avoir aujourd'hui de la participation de Luc Ferry, que on a tous fait l'expérience dans notre scolarité ou notre passage à l'université de professeurs qui avaient un génie particulier à maintenir une distance complètement infranchissable dans leur tour d'ivoire, à raison de deux, trois choses: d'obscurité, de complications, surtout de ces auteurs qui n'étaient pas réconciliés avec le succès. Il fallait surtout ne pas avoir de succès, être très compliqué et surtout être très ennuyeux. Voilà, cocktail explosif d'un certain nombre d'intellectuels qui ont maintenu cela. Et à l'envers, des professeurs absolument géniaux qui, quoique érudits et ayant produit une œuvre absolument géniale, eh bien, ont su, non pas vulgariser, mais familiariser les choses, savoir les raconter de façon suffisamment passionnante. Vous avez dans la bibliographie, Luc Ferry, indiqué Jean-Pierre Vernant, l'univers, les dieux, les hommes. Je rajouterais bien volontiers Les dieux ne sont pas loin de Lucien Gerfagnon. Bref, voilà des professeurs et dont vous faites partie et dans lequel s'inscrit ce bouquin qui, quoique adressé aux nuls, c'est un exercice super hyper difficile de rendre la chose abordable et accessible à tout le monde et d'une générosité sans borne. Et ben voilà, il y a aussi des professeurs absolument géniaux qui, quoiqu'ayant fréquenté les textes les plus compliqués de la Terre, savent garder humilité et générosité envers leurs lecteurs. Vous êtes adorable. Pour donner un petit exemple justement de pédagogie, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup de partager avec les autres. J'ai commencé à raconter la mythologie à mes filles quand elles avaient 5 ans, 6 ans. Et puis, j'ai fait une quarantaine de BD de mythologie grecque avec chez Glénat, avec mes amis Clotilde Bruno et Didier Paoli, puis des dessinateurs formidables. Et toujours, on est reparti de l'iconographie de l'époque. C'est-à-dire que c'est comme si vous plongiez dans le monde grec de l'époque. En revanche, je ne crois pas qu'on puisse faire de la philosophie en BD. Je pense que c'est absolument impossible. L'avantage de la mythologie en BD, c'est que ce sont des récits géniaux. Et dans la mythologie, pour vous dire, parler comme Ardisson, le pitch, le fil conducteur, parce qu'il n'y en a qu'un fil conducteur qui est génial, il n'y en a pratiquement qu'un seul. L'idée est la suivante, je vous fais ça très court. Hein. L'idée, c'est que Zeus construit contre les titans, qui sont les premiers dieux, qui sont des dieux du chaos, de la destruction, de la guerre,
Ils ont une force titanesque, c'est des dieux de la guerre, encore une fois. Zeus réussit dans cette première guerre des dieux contre les titans à construire un univers qu'on appelle, les Grecs appellent le cosmos, qui est un univers harmonieux, juste, beau et bon. Et cet univers, une fois qu'on l'a construit, il a une finalité dans cette construction mythologique, c'est que si les humains peuvent s'y ajointer, c'est un peu, on va retrouver ça dans l'écologie contemporaine, si les humains peuvent s'ajointer, s'ajuster au cosmos, comme Ulysse à Ithaque, alors ils vont trouver la vie bonne, ils vont trouver le bonheur parce qu'ils vont être des fragments de cet univers, ils vont être comme des fragments d'éternité, puisque cet univers est éternel. C'est une doctrine du salut, en fait, c'est très profond. Eh bien, il y a malheureusement toujours des monstres qui ressurgissent. On voit ça, par exemple, dans les travaux d'Hercule, d'Héraclès en grec. Et il y a des monstres qui ressurgissent du passé et qui veulent détruire cet ordre cosmique que Zeus a créé pour donner du sens à la vie aux humains, cet ordre pacifique, ce fameux calme olympien. Eh bien, voilà, toute la mythologie grecque, pratiquement, elle est faite de héros comme Persée, comme Thésée, comme Héraclès, qui luttent contre des monstres qui menacent de détruire le cosmos, l'ordre cosmique, et s'ils parvenaient à le détruire, alors les humains ne pourraient plus trouver la vie bonne, ils ne pourraient plus trouver le sens de leur vie. Voilà, ça c'est la structure globale. Donc elle est absolument géniale. Donc c'est une structure philosophique très forte, mais l'avantage par rapport à Platon ou Aristote, c'est que cette mythologie, elle fonctionne sur des récits fantastiques comme l'histoire d'Ulysse, comme la création du monde, etc. Vous voyez, je m'arrête là, mais c'est pour vous donner l'idée générale. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, on peut faire ça en BD, alors qu'à mon avis, la philosophie en BD, c'est complètement impossible, c'est de la blague. Mais on peut toujours s'amuser à décrire un philosophe dans la rue. Mais bon, mais on peut pas, c'est pas des récits, la philosophie, c'est très abstrait. Soit Platon, Aristote, Kant ou Descartes ou Hegel, c'est horriblement abstrait. Donc, l'avantage de la mythologie, c'est que c'est des récits. Et donc, ce sont des récits, pour parler convenablement. Et du coup, on peut les raconter. Au fond, c'est de la philosophie racontée. C'est ça qui est absolument génial. C'est à la fois littéraire et philosophique. Et là, c'est un immense avantage par rapport à un dialogue de Platon comme le Timée ou par rapport à la critique de la raison pure, qui sont des textes absolument pas racontables en vérité. Voilà pourquoi on peut raconter les expressions qui viennent de la mythologie ou même la mettre en BD parce qu'on peut raconter ces histoires. Voilà, ça je tenais à le dire parce que je trouve que c'est... Pour tout vous dire, j'aime encore mieux la mythologie grecque que la philosophie grecque. Voilà, je trouve que c'est encore plus génial. Je l'adore. Sébastien Collard, demain, vous organisez une réunion d'entreprise, il est question de mythologie. Vous êtes licencié sur le champ ou qu'est-ce qui se passe? J'appelle Luc Ferry, bien évidemment. Alors, Avec joie. En plus, un truc qui s'appelle synergie, ça peut que me plaire. Ça, c'est vraiment du grec pour le coup. Synergeia. Voilà, avec Bon, plaisir. le groupe, forcément, Synergie adhère totalement à vos projets, Jérôme. Voilà, mettre en lien les entreprises et puis les petits commerces, forcément, c'est un sujet sur lequel on ne peut qu'adhérer et participer. Donc, on participera volontiers à ce type d'opération, surtout sur Paris. On est très représenté. Donc, on saura répondre présent et on sera présent avec vous pour pouvoir récompenser sur cette fin d'année aussi nos collaborateurs. Voilà. C'est bien, sympathique. Ça marche. C'est vrai, je ne vais pas du tout faire de politique, c'est absolument pas le lieu, puis ce serait désagréable, mais c'est vrai que considérer les librairies comme des commerces inessentiels, quand même, c'est C'est tellement... dur. C'est surtout d'une bêtise insondable, quoi. Enfin, on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête, quoi. C'est tellement idiot. Et surtout en période de confinement, parce que s'il y a une chose dont on a besoin en période de confinement, c'est de s'occuper de manière pas trop bête, parce qu'il n'y a pas que les séries américaines, il y a aussi les livres. Et donc, oui, c'est absolument essentiel. Donc, je ne comprends pas comment des politiques peuvent arriver à nous sortir des imbécilités de cette envergure. Je laisse de côté la politique, ce serait un autre gouvernement, je dirais la même chose, mais franchement, cette dichotomie entre commerce essentiel ou inessentiel, ça, dans beaucoup de cas, ça n'a pas de sens, mais s'agissant des librairies, c'est quand même d'une absurdité cosmique, c'est le cas de le dire. J'en profite pour vous présenter mon petit chat qui vient dans la conversation, et qui est aussi un être adorable. Voilà. Mélanie? Oui, non, mais je suis d'accord pour dire qu'effectivement, les librairies auraient dû rester ouvertes dès le départ, mais je ne vais pas prêcher ma paroisse. Mais en dehors de ça, je pense que les librairies auraient dû rester ouvertes pour les gens qui ont la chance d'en avoir près de chez eux et d'avoir les moyens aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le livre, c'est un coût. C'est entre 8 euros pour un poche et parfois, on peut monter à 20, 25 euros selon l'ouvrage. Mais que les librairies soient ouvertes et surtout que les bibliothèques municipales soient ouvertes, parce qu'elles sont aussi, elles, vecteurs
d'information et de culture pour les gens qui n'ont pas forcément les besoins près de chez eux. Et ensuite, la réponse qui a été donnée par le gouvernement de filmer les rayons des grandes surfaces, c'est complètement aberrant, parce qu'il y a tout un tas de lieux en France pour qui, on ne va pas oublier, les librairies, c'est à Paris, on a énormément de chance, on en a 5 au kilomètre carré, mais quand on se déplace en province, il y a des lieux où il n'y en a absolument pas. Et moi-même qui ai grandi en province, je sais très bien que c'était aussi nos premiers lieux de rencontre avec les livres, qu'on ait de la chance d'en avoir à la maison ou pas, des espaces culturels comme ils peuvent y en avoir. Et je trouve ça aberrant de priver, parce qu'en fait, on prive des gens d'une culture, on prive les gens de s'acheter un livre. Donc ça, c'est vraiment une décision pour laquelle je pense qu'il fallait revenir dessus, que ce soit voilà, pour les librairies, pour les lieux, enfin pour les supermarchés, les commerces, mais également, je pense, les bibliothèques municipales. Je pense que c'est quelque chose qui a été un peu oublié dans le débat et pour lequel je pense qu'il faut qu'on milite un peu plus parce que voilà, pour le coup, c'est vraiment la culture gratuite est possible et ouverte à tous. Et c'est quelque chose voilà, pour laquelle il faut, je pense, mettre un petit peu plus la lumière dessus. Et surtout que les bibliothécaires font souvent un travail extraordinaire d'information et de conseils auprès des gens qui viennent. Donc voilà. Mais ouais, on va espérer qu'on puisse réouvrir rapidement. On verra. Alors, Surtout que moi, d'un point de vue sanitaire, si je peux me permettre, on a, hélas d'ailleurs, rarement vu des rushs fanatiques dans les librairies. On n'a pas vu les gens se bousculer dans les librairies. C'est très facile d'organiser une jauge convenable et d'avoir le masque et d'avoir le gel à l'entrée. Enfin, c'est très facile de respecter les distances sanitaires. Et donc, franchement, voilà, du point de vue sanitaire, c'était une fermeture qui n'avait là non plus absolument aucun sens. Bon, et encore une fois, en confinement, d'ailleurs Emmanuel Macron l'avait dit lui-même au moment du premier confinement, il avait dit mais c'est l'occasion de lire. Voilà, bah oui, mais si les librairies sont quasiment fermées, ça devient difficile. Voilà, d'acheter notamment les derniers ouvrages qui paraissent, et c'est quand même malgré tout, on sait que les ouvrages ne restent pas très longtemps en librairie. Les ouvrages qui sortent, ça reste quelquefois, il y en a qui restent une semaine. Enfin, quand on a de la chance, ça reste 2 ou 3 mois. Puis après, il y a des ouvrages de fond, qui les long sellers, comme on dit, qui restent longtemps. Mais sinon, c'est vrai que pour les livres qui sortent aujourd'hui, je ne parle pas du mien, de toute façon, je suis dans une collection qui se vend toujours, mais j'ai des amis qui publient des livres aujourd'hui. Par exemple, mon ami Laurent Alexandre, qui sort un très beau livre, qui s'appelle Jouissez Genève, qui est un livre sur l'écologie qui est passionnant, bon, qu'on peut discuter, c'est un homme qui aime provoquer, mais voilà, des livres comme ça, 3 mois après, ils passent à la trappe. Donc c'est très, très, très dommageable pour les auteurs, pour les libraires, et puis pour le cœur humain d'une manière générale. Donc il faut absolument rouvrir les librairies. Je pense que ce sera fait la semaine prochaine. On entend ça. Et du reste, si on voulait hasarder un lien avec le thème de l'ouvrage, la mythologie, c'est vrai qu'au-delà de la pertinence d'une décision politique, économique, il y a aussi la dimension symbolique. Et c'est vrai que pour le coup, du point de vue du symbole, c'est un petit peu gênant. D'ailleurs, moi, je tiens à rappeler que notre petit programme, notre petit projet Libraire et compagnie n'a surtout pas la velléité de se restreindre à une crise sanitaire, à la crise sanitaire, et de s'inscrire dans des envolées lyriques qu'on a entendues ces derniers temps pour la défense des libraires, certes, mais confinant une espèce de je suis charlisme littéraire, alors qui est très sympathique, certes, mais qui ne rapporte pas grand-chose dans le portefeuille des libraires. Nous, le but, c'est vraiment qu'il y ait quelque chose d'actif, des entrées sonnantes et trébuchantes dans le portefeuille des libraires, avec une divulgation, bien sûr, et au-delà des libraires, des petits commerces, parce que c'est vrai qu'il y a un caractère comme ça, intellectuel et artistique à la défense des libraires, certes. On ne peut pas laisser sur le bord de la route les autres petits commerces qui se trouvent exactement dans la même configuration, voire pire. J'ajouterai une petite chose. Moi, je ne suis pas du tout un contempteur d'Amazon. Je ne déteste pas Amazon. Ce n'est pas le sujet. Je rappelle qu'Amazon, c'est sur le sol français, c'est 58% de ventes par des petits commerces qui sont abrités sur la plateforme de commerce. Mais quand la concurrence devient déloyale, comme aujourd'hui, c'est-à-dire quand les petits commerces sont fermés, il est évident qu'Amazon en profite. Mais là, ils en profitent, ce n'est pas de leur faute, hein, mais ils en profitent d'un point de vue, enfin, dans un contexte qui est complètement déloyal, dans une concurrence qui est complètement faussée. C'est ça le problème.
problème. Parce qu'encore une fois, il y a 11 000 petits commerçants sur Amazon, TPE, PME sur Amazon, qui vendent sur Amazon. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, si on fermait Amazon pour ces 11 000 petits commerçants, y compris d'ailleurs des libraires, ce serait une catastrophe. Mais il faut que la concurrence soit loyale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si vous fermez les petits commerces et que vous laissez Amazon ouvert, bah, évidemment, et ce n'est pas de leur faute, mais c'est de la folie. Enfin, je veux dire, là, on installe une distorsion de concurrence qui est complètement délirante. Voilà. Et ça vaut pour toutes les plateformes d'e-commerce, hein, ce n'est pas simplement Amazon. Donc, je ne jette pas du tout la pierre à Amazon, mais je jette la pierre à ceux qui organisent une concurrence déloyale pour des raisons qui sont sur le plan sanitaire vraiment minimalistes, sinon inexistantes. Hein. Bon, on sait, il y a maintenant c'est documenté, il y a des enquêtes sur les lieux de contamination et les lieux de non-contamination. On sait très bien que les librairies, par exemple, ne sont absolument pas des lieux de contamination, de transmission du virus. C'est vraiment, ça vient en dernier. C'est beaucoup moins dangereux que ce qu'on fait dans un dîner à la maison. Voilà. Donc, il faut quand même garder le bon sens. On peut pas Les ignorer librairies et tout un tas de petits commerces, effectivement, où on peut venir se cultiver masqué en obtenant le conseil précieux d'un libraire. Absolument, et c'est indispensable. En plus, les gens adorent feuilleter les livres, on les voit, et puis parler avec le libraire qui très souvent est un prescripteur intelligent, qui lui-même est quelqu'un de cultivé, qui a lu les bouquins, qui les connaît, qui connaît les auteurs. Donc là, vous avez chez vous en plus la bonne idée d'avoir un salon de thé, j'imagine que vous organisez des signatures ou des choses comme ça, des rencontres avec les auteurs. Et ça, une plateforme ne peut pas le remplacer, quels que soient ses avantages, quelquefois son talent sur le plan économique, bon, mais c'est irremplaçable. Donc il faut vraiment, là, on est dans un contexte où si on continue comme ça, c'est des milliers de petits commerces qui vont mettre la clé sous la porte. C'est une catastrophe. La raison va l'emporter humaine. Prochaine. Oui, je pense que ce sera fini la semaine prochaine, mais enfin, on a déjà payé très cher, vous savez. Oui. Alors, c'est vraiment une question de bon sens là. Et puis, il faut bien savoir que des gens comme vous, madame, moi je ne vous connais pas, mais enfin, ma femme tient une boutique, elle, je la connais. Voilà, c'est pas simplement de l'argent, du commerce, comme si c'était du vénal et du matérialisme affreux. Non, c'est des gens qui ont créé quelque chose qui existe et qui ont mis leur vie dedans. Et donc, quand ils font faillite ou s'ils risquent de faire faillite, c'est une vie entière qui s'écroule. C'est des suicides aussi éventuellement, enfin c'est pas ce que je souhaite, mais au bout de l'aventure. Donc c'est des gens qui risquent vraiment humainement, on fout leur vie en l'air, quoi. Voilà, il faut quand même traiter ça aussi sur un plan strictement humain et pas simplement sur un plan commercial. C'est pas une question seulement d'économie, même si vous l'avez dit très bien, ça l'est aussi. Non, mais en plus, je pense que le travail de libraire est avant tout un travail humain. Enfin, c'est vraiment ces deux personnes qui se rencontrent autour d'une question, autour d'un livre ou pas, et qui vont créer du lien et conseiller. Enfin, je pense que parmi toutes les personnes qui viennent chercher un livre, souvent elles repartent avec un livre pour lequel elles n'avaient pas pensé repartir. C'est aussi la merveille du lien qu'on peut créer avec nos gens, enfin nos clients. On va se rendre compte, voilà, on commence à les connaître. Quand parfois on reçoit des livres, on pense à tel ou tel client ou cliente en se disant ah, ça risque de lui plaire. Et c'est ce lien-là, de fermer ce genre de commerce, que ce soit une librairie ou d'autres, c'est la déshumanisation pure et dure. S'ils viennent pour mon livre, leur conseillez pas un autre, mais je ferai un petit lot de groupe qui s'alliera très bien, vous inquiétez pas. Je badine bêtement. Pour revenir donc sur l'ouvrage et peut-être conclure cette petite réunion, je remonte l'ouvrage de Luc Ferry, La mythologie grecque de A à Z. Je ne pense pas trop m'engager. Toute commande opérée auprès de la moitrieuse, Luc Ferry, est-ce que vous acceptez de les dédicacer, comme on l'a fait avec Nicolas Bouzou la semaine dernière? Bien sûr, bien sûr. Oui, bien, je viendrai chez vous. Enfin, on se débrouillera. Voilà, avec plaisir. Avec grand plaisir, bien sûr. Alors, on fera des piqûres de rappel, s'il vous plaît, la mythologie grecque de A à Z, en dédicace spéciale avec la moitrieuse. Mille merci à vous trois et à très bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir.